Bien, la Chine, la chance de la France. La Chine aujourd'hui, c'est considéré comme tout, bien entendu, sauf la chance de la France. Deux petits exemples. Un premier exemple, en novembre dernier, s'est tenu le salon de Zhuhai. Le salon de Zhuhai, aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. On le saura bientôt. Le salon de Zhuhai, c'est l'équivalent du Bourget en Chine. Donc, c'est le salon aéronautique chinois. Nous rentrons donc, nous les Français, de Zhuhai. Et évidemment, moult questions, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Petit souci, la vedette à Zhuhai n'était pas la 380. La vedette à Zhuhai était un avion assez obscur qui s'appelle le C919, que personne ne connaît. Et quand on le voit, le C919, c'est vrai qu'il n'est pas très impressionnant parce que, somme toute, il ressemble à s'y méprendre finalement à un A320. Alors, il ressemble évidemment à s'y méprendre à un A320 parce que tout simplement, c'est quasiment une copie de l'A320. Et il a un seul petit défaut, et les Français le savent très bien, c'est que cet avion va être tout simplement un avion excellent. Alors, il va être excellent parce que, évidemment, c'est nous qui avons aidé à le faire, mais surtout, il va être excellent parce que nos amis chinois ont insisté pour avoir le moteur de dernière génération de nos amis Safran qui s'appelle dans le jargon le LEAP-X, qui est un moteur qui donne à peu près, disons, une économie de 15 à 20%, si vous voulez, sur le coût de fonctionnement de l'avion. Donc on va se trouver très bientôt avec un avion qui est quasiment en fait une copie du nôtre. Et cet avion va se trouver probablement être le meilleur de sa catégorie. 2016, ça veut dire dans le temps aéronautique, c'est demain. 2016, c'est littéralement demain. Donc petits atermoiements, vous l'imaginez bien. Donc première réaction, mauvaise réaction, on va le voir. On se dit, oh là là, mais attendez, c'est pas si dramatique. Le C919, il va être assemblé dans une usine que nous connaissons bien, et pour cause, puisque cette usine, c'est aussi nous qui l'avons faite. Et ne vous inquiétez pas, la capacité de production, elle est de 4 avions par mois. 4 avions par mois, peu haut, vous voyez, ça fait 50 par an. Le marché chinois, seul lui-même, c'est 150 avions. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Mauvaise réaction. Mauvaise réaction, s'il y a un domaine sur lequel on peut faire confiance à nos amis chinois pour monter rapidement en volume, c'est bien là-dessus. Donc effectivement, nos amis vont nous annoncer très bientôt qu'ils sont probablement en train de songer à la deuxième ligne de production. Donc ça, c'est pas la bonne réponse. Alors deuxième réponse, branle-bas de combat, on fonce voir nos amis Safran et on leur dit, dites donc, le LEAP-X, il faut qu'on trouve le moyen de l'installer sur l'A320. Pas possible, c'est beaucoup trop compliqué, de toute façon les bureaux d'études sont largement débordés, puis vous côté Airbus, il faut déjà retravailler un petit peu la 380 parce qu'il y a des modifications, vous avez la 350 qui arrive, donc la réplique du Dreamliner, ça doit être là pour 2014, on n'est de toute façon pas prêt, et puis il nous reste encore des choses à faire, vous savez, sur l'avion militaire, la 400M, donc on ne pourra pas y arriver. Atermoiement, discussion, etc. Et finalement, à l'arraché, on obtient qu'en 2016, on fixe un calendrier de livraison de l'A320 remotorisé avec le LEAP-X. Deuxième mauvaise réponse. Si on prend comme stratégie de refaire la même chose que nos camarades, c'est-à-dire de sortir le même produit au même calendrier, c'est perdu d'avance. On a en face de nous un tsunami. La seule solution, véritablement, la bonne solution, c'est de passer tout de suite à la génération suivante. Il faut donc inventer l'avion qui sera l'avion de demain. Pas le C919, il faut inventer l'avion qui aura évidemment les meilleures performances. Il faut s'inspirer de ce qu'on est en train de faire avec le composite sur l'A350 et donc il faut sortir ce nouvel avion qui est l'A360. Et c'est cet avion-là qu'il faut sortir. Et il ne faut pas le sortir en 2020-2025, il faut être capable de le faire avant 2020. Voilà le défi. Et la Chine, dans tous les compartiments de jeu, ne fait pas autre chose que nous pousser sous les yeux ce qu'il nous reste à faire. Alors, deuxième exemple, parce que vous allez me dire, la Chine, on les entend tout le temps. Deuxième exemple, Danone. Danone, superbe entreprise.
magnifique entreprise qui a cette vertu absolument splendide de savoir se reconfigurer, se recomposer. Ils étaient partis, on se souvient de l'histoire du contenant au contenu, bien évidemment. Et puis, plus récemment, on a entendu les bruits de bottes de Pepsi Cola en 2005 qui venaient un petit peu lorgner sur la pépite. Et tout le monde s'est dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et réponse splendide en 2007 de Danone qui fait l'acquisition de Numico. Et en faisant l'acquisition de Numico, qui entre dans un nouveau domaine qui est en fait l'alimentation santé. Donc acquisition extrêmement risquée, acquisition extrêmement coûteuse, puisqu'on a tous oublié, mais c'était quand même une acquisition à 13 milliards d'euros, donc quelque chose d'extrêmement coûteux. Et c'est quelque chose qui permet en fait à Danone d'entrer dans l'alimentation de demain, c'est-à-dire dans l'alimentation santé. Donc au passage, avant, il s'était effectivement déchargé d'un certain nombre de choses, dont les biscuits lus, etc., aux amis Kraft. Et donc ce faisant, Danone se reconfigure. Son grand concurrent, c'est Pepsi, et le grand concurrent donc de Danone, le fameux Pepsi Cola, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lance quelque chose qui s'appelle Diet Pepsi, c'est-à-dire que la minute où il lance Diet Pepsi, ça veut dire que toute son offre, par définition, elle n'est pas diet. Donc là, on voit l'intelligence de la stratégie de Danone. Il y a un petit sauf que. Le petit sauf que, c'est qu'en novembre dernier, les amis Pepsi Cola, qui ne sont pas quand même complètement nés de la dernière pluie, ont annoncé en novembre dernier l'acquisition d'un des plus gros concurrents russes dans le domaine de l'agroalimentaire qui s'appelle Vimbildan. Et ce Vimbildan ne fait pas autre chose que des jus de fruits, des boissons lactées, et des aliments pour bébés. C'est-à-dire que Pepsi rentre de fait massivement sur le domaine de l'alimentation santé, c'est-à-dire sur le domaine qui est le domaine d'élection de Danone. Ça sera leur plus grosse acquisition en dehors des États-Unis, et c'est la signature de la compréhension par Pepsi du fait que l'alimentation santé est le territoire de demain. Airbus d'un côté, Danone de l'autre. On va voir dans les 5 à 10 années qui viennent systématiquement ces différents tsunamis qui vont venir menacer très directement tous nos champions. On va l'avoir dans tous les domaines, on va l'avoir dans le domaine du rail avec Alstom, on va l'avoir dans tous les domaines. Il nous faut réagir et la réaction n'est pas de se mettre au niveau de l'attaquant, la réaction c'est de passer un cran, c'est d'aller un cran plus loin. Et un cran plus loin, ça veut dire inventer l'industrie ou les services de demain. La piste pour faire ça, l'exemple, un des seuls exemples qui soit un des exemples frappants de ça, c'est une entreprise qui s'appelle ST Micro, qu'on connaît relativement peu. C'est une des seules entreprises européennes vraiment très présentes dans le domaine du semi-conducteur. Et c'est le résultat, finalement, ST Micro, c'est le résultat d'un partenariat extrêmement fort avec la région de Grenoble et plus précisément avec Minalogic, qui est le pôle de compétitivité. Et c'est donc une espèce de trépied entre des entreprises locales, le CEA Leti, des partenaires industriels et en fait une capacité à être resté présent dans les nanotechnologies, dans le semi-conducteur qui est aujourd'hui une des industries les plus compétitives du monde. Et l'intérêt de ça, c'est que par exemple, ils ont mis les investissements pour donner des ordres de grandeur. On parle quand même de 3 milliards sur la période 2002-2007 pour arriver à graver en 50 nanos. Et puis il a fallu remettre en place le plan Nano 2012. Et sur ce plan Nano 2012, on a le gouvernement qui est venu abonder un plan qui est rebelote de 2 milliards d'euros pour arriver à graver en 25 nanos. Et quand on sera en 2012 et qu'on aura gravé en 25 nanos, il faudra aller un cran plus loin, il faudra recommencer. Mais on a un très bel exemple d'une très grande entreprise qui invente complètement son futur en s'appuyant sur les bases locales. Grenoble et Crolles inventent leur futur au rythme de ST Micro, et ST Micro le fait en étant très directement attaché à ce qui se passe à Crolles. Alors c'est sur cette mécanique-là qu'il faut absolument arriver à travailler avec chacun de nos champions, Et on a une situation qui est une situation où l'urgence est considérable. Alors, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on ne peut pas le faire? J'ai l'habitude de citer un exemple qui est un exemple qu'on a tous oublié, mais vous savez qu'Airbus n'a pas toujours été Airbus. Donc Airbus, notre fameux consortium, quand il est né en 1970, c'était quasiment 3 fois rien. Les grands motoristes venaient à peine leur parler.
fin des années 70, donc en 1980, le consortium Airbus a en flotte 80 appareils. C'est-à-dire qu'il y a 80 Airbus dans le monde à cette période-là, c'est-à-dire qu'on n'intéresse aucun motoriste. Fin des années 80, en 88, on lance l'A320, qui sera le premier avion commande électrique qui va révolutionner le marché. Et c'est avec ça qu'on s'est attaqué, littéralement, au monopole total des États-Unis sur l'aviation commerciale. Donc on a très bien su relever le défi, innover massivement et se tailler une part d'égal à égal avec le monopole, le grand monopole américain de l'époque. Bon, eh bien, c'est cette affaire-là qu'il faut ni plus ni moins arriver, en fait, à reconstruire sur tous nos compartiments de jeu. Voilà ce qui nous attend, voilà ce que nous avons à faire. Merci.